Voilà, donc le fichier hein, qui sera accessible dès ce soir, le temps que je le présente aussi à l'autre groupe. Bon, vous avez tous les éléments qu'on a vus sur ce chapitre, hein, avec tous les exercices qui ont été résolus, et deux exercices supplémentaires, qui sont issus des annales, de l'annale 2014 et un autre exercice issu de l'annale 2011. Donc, ça vous permet de voir à peu près ce qui est attendu quand, quand c'est des chapitres qui sont proposés lors des examens. C'est pas très compliqué, d'accord. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous voyez aussi qu'on vous donne les formules, ce que je vous avais dit, hein, mais effectivement, il faut savoir interpréter les formules. Et si on ne sait pas interpréter la formule, ben, voilà, on a un petit peu de difficulté. Le premier, en 2014, l'exercice était proposé sur 8 points. On vous demandait d'étudier un coefficient de corrélation, chose que l'on a faite, d'accord, de déterminer par la méthode des moindres carrés l'équation de régression. Donc ici, on l'a appelée équation de régression, mais c'est la même chose que la droite d'ajustement linéaire, d'accord, qui permet d'estimer le chiffre d'affaires pour, ici c'était dans le cadre d'un centre de thalassothérapie, en fonction des dépenses de communication externe. C'est clairement exactement le même type que l'on avait fait. On regardera les données après. Ensuite, on vous dit que les dépenses de communication sont estimées pour 2 650 €, ce qui va permettre d'établir un chiffre d'affaires prévisionnel. Et ensuite, identifier les facteurs, une petite question de cours, identifier les facteurs pouvant influer l'évolution du chiffre d'affaires, facteurs autres que le budget de communication. Là, ça faisait appel un petit peu à de la réflexion. Donc, les données qui étaient fournies étaient les suivantes, dans un tableau. Donc, on pouvait présumer que voilà, chaque colonne devait correspondre à des données, même si je pense qu'il en manque une. Donc, vous voyez à peu près le type d'exercice qu'on vous demande, la densité du travail, l'importance du travail. Vous me disiez, oui, c'est long. Ben oui, c'est long. Vous voyez que là, on vous demande et le coefficient de corrélation linéaire et les moindres carrés. Alors, malgré tout, c'est le même tableau qui est utilisé. Donc, on n'a pas à refaire 2 fois les calculs. Donc, voilà, ça vous situe un petit peu ce qui peut être demandé lors de l'examen. Et je vous ai mis aussi l'annale 2011. Ici, c'était la fréquentation. C'était la fréquentation d'un centre de je ne sais pas quoi, je ne sais plus le contexte exactement, mais c'était la fréquentation où on avait d'un côté les années, qu'on pouvait estimer en XI, et de l'autre côté le nombre d'enfants qui fréquentaient le centre qu'on pouvait estimer pour les YI. Et on vous demandait d'abord d'en faire un graphique, et ensuite de déterminer la droite d'ajustement linéaire, donc avec la méthode des moindres carrés, en vous limitant juste aux années 2005 à 2010. Donc les années qui vont de 20 à 44 enfants qui fréquentent le centre. On vous demandait aussi d'interpréter le coefficient directeur, c'est-à-dire le A, celui qui va donner la pente finalement de la droite, d'utiliser cette équation afin d'estimer le nombre d'enfants qui fréquenteront le centre en 2011. Donc finalement, là, ce n'était pas une estimation de chiffre d'affaires, c'était une estimation de fréquentation. Le contexte était légèrement différent, mais la méthode reste la même. Et ensuite, on vous avait une petite question de cours toujours. Hein. Est-ce pertinent d'avoir écarté les données de 2003 et 2004 dans l'analyse et pourquoi? Donc ici, il fallait avoir un petit peu de réflexion et de dire que voilà, sur les 2 premières années, le lancement n'était pas encore fait. Hein. La vitesse de croisière n'était pas encore atteinte et que c'est des données qui risquaient de perturber notre droite et de tirer vers le bas les chiffres. Donc voilà, comme ça vous donne une idée des choses. Donc vous pourrez le faire quand vous voulez. Moi, je mettrai la correction, je pense, semaine prochaine ou semaine d'après. Hein, ça vous laisse un petit peu de temps pour faire ces 2 tests.
Voilà, ça permet vraiment là de vous confronter à ce qui peut être demandé à l'examen. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, très bien. Si on est OK, ça sera à disposition dès demain, je pense. Ce soir, je termine tard, j'ai encore un cours jusqu'à 8 heures. Alors, nous allons passer au chapitre de révision et le chapitre qui est lié aux amortissements. Alors, on va le travailler de cette façon, d'accord? On va juste travailler l'amortissement linéaire, c'est le plus important. Je ne dis pas que l'amortissement dégressif n'est pas important, vous aurez le corriger les exercices des amortissements dégressifs et les explications qui vont bien. D'accord? Dans le TD, il y avait 3 exercices relatifs à de l'amortissement linéaire et 3 exercices relatifs à de l'amortissement dégressif. Vous aurez les corrigés de tous les exercices. Il me semblait que le dégressif n'était plus au programme. Voilà pourquoi je ne fais plus le dégressif, mademoiselle. J'ai mis le corrigé parce que, non pas qu'on ne sait jamais, mais bon voilà, comme il est dans le cours, je vous ai mis le corrigé, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Pourquoi? Parce que, un, ça n'est jamais tombé. Et deux, il semblerait que ce soit plus au programme. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas l'aborder. En plus, je vous ai mis les annales. J'en ai mis deux annales, d'accord, qui ne font que sur du linéaire, hein, d'accord. Donc, ça permettra de mettre en application ce que l'on a vu. Alors, si on a le temps aujourd'hui, on fera le tout, ce qui m'étonnerait. Mais si on n'a pas le temps, bah, la prochaine fois, je vous ferai les annales et puis on corrigera principalement les annales. Voilà. Est-ce que ça vous va pour la séance d'aujourd'hui? Si c'est bon, je commence. Vous m'arrêtez, je vous rappelle, hein, dès que ça va plus, que vous ne comprenez pas. Normalement, a priori, vous avez dû les voir et peut-être faire les TD, ou si vous les avez fait l'année dernière, parce que il me semble que c'est les mêmes que l'année dernière, reprendre vos TD de l'année dernière pour suivre la séance d'aujourd'hui. Mais malgré tout, si jamais il y a une notion que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre pour que j'en donne une explication, une autre explication, une explication plus précise. Alors, commençons d'abord juste par une petite explication globale de ce qu'est l'amortissement et de ce qu'est une immobilisation. Donc, une immobilisation est un bien acquis par une entreprise et un bien qui va apporter un avantage pendant plusieurs années, donc qui est censé durer plusieurs années dans l'entreprise. Alors, ce bien, on va faire une répartition de son coût d'achat sur plusieurs années. Cette répartition, elle peut être faite soit de manière linéaire ou soit de manière dégressive. Nous, tout ce qui nous intéresse ici, c'est de manière linéaire. Ça veut dire que ça va être la même répartition chaque année. Donc, ça se travaille à travers ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Ce tableau d'amortissement va avoir une incidence sur le bilan et sur le compte de résultat. Deux notions qu'on aura l'occasion aussi de revoir dans les chapitres de révision. Mais pour vous montrer que tout est un peu lié. Les différents chapitres, surtout en gestion, sont des chapitres qui ont des influences les uns sur les autres. Alors, dans ce premier exercice, on vous dit qu'une entreprise a acquis un matériel industriel le 1er janvier de l'année N. Le coût d'achat TTC est de 120 000 euros et sa durée d'utilisation est de 4 ans. On a plusieurs informations ici. On a d'abord le fait que l'entreprise est bien sûr acquis, donc fait l'acquisition d'un bien qui sera considéré comme une immobilisation. Et ensuite, on a une date, un montant, une durée et précision, dans le travail qui est demandé, on dit que c'est un amortissement de type linéaire. Alors, quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut s'attarder? D'abord, le premier point de vigilance, c'est effectivement, Myriam, la TVA. D'accord? Puisque les biens rentrent dans les tableaux d'amortissement pour leur valeur hors taxe. Donc, ce qui veut dire qu'il faut connaître sa formule de TVA. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que
La TVA se calcule de la façon suivante. Normalement, nous avons déjà fait un petit retour sur la TVA, d'accord? Et on a retenu que le montant hors taxe est égal au montant TTC divisé par 1,2. D'accord? Vous avez aussi une petite feuille ici qui vous réexplique les modalités de calcul de la TVA que vous devez absolument connaître. D'accord? Vous devez absolument connaître vos formules de TVA. C'est le piège assez classique dans les examens de vous mettre un montant TTC alors qu'il est attendu hors taxe ou d'admettre un montant hors taxe ou parce qu'il est attendu en TTC. Par exemple, dans la gestion budgétaire que l'on avait fait, c'était des montants TTC qu'il fallait inclure et il fallait aussi savoir déterminer le montant de TVA. Donc ici, je vous ai remis le calcul pour retourner à notre montant de TVA et vous voyez qu'on arrive à un montant hors taxe et vous voyez qu'on arrive à un montant hors taxe de 100 000 euros en faisant tout simplement 120 000 divisé par 1 plus le taux. Le taux est 1%, ça nous donne 120 000 divisé par 1,2 qui est égal donc à 100 000. Donc, 100 000, ça sera ce qu'on appelle la base amortissable ou la valeur brute de mon immobilisation. C'est la valeur qui va me servir pour tous mes calculs. Donc le tableau se construit ainsi. D'accord. Alors la petite colonne ici que j'ai mis en rose, d'accord, c'est pas une colonne qui fait partie du, enfin, c'est pas une ligne qui fait partie du tableau. C'était simplement moi pour mettre des repères pour dire voilà ça a un impact sur le bilan, ça a un impact sur le compte de résultat et ça a un impact aussi sur le bilan et ça a un impact sur le bilan. Donc la base amortissable, on sait que c'est le montant hors taxe du bien. Donc ça veut dire qu'ici dans tout le tableau, on aura exactement la même base amortissable qui est de 100 000 euros. Alors, on a une petite colonne où on met nos années. Voilà. Alors, comment va se calculer l'annuité, c'est-à-dire la répartition pour une seule année? Puisque le bien va durer 4 ans et que sa valeur est de 100 000 euros, pour une année, pour trouver combien il va coûter à l'entreprise pour une année, on va diviser par 4, exactement. Ce qui va nous donner 25 000. Vous avez sur le côté ici un deuxième tableau qui vous permet de voir les calculs qui ont été faits. Donc les annuités vont se calculer toutes de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire 100 000, la valeur amortissable, la base amortissable, la valeur brute, le montant d'achat, divisé par le nombre d'années d'amortissement. Ici, le bien, le nombre d'années d'amortissement, il vous est toujours donné dans l'énoncé. Donc ici, le nombre d'années, il est de 4, donc je vais simplement diviser 25 000 par 4. Et je vais avoir le même calcul pour toutes mes annuités. Les annuités, on les appelle aussi dotation aux amortissements ou encore ou tout simplement amortissement. L'amortissement de l'année. Ensuite, je vais avoir une colonne qui va me permettre de calculer le montant cumulé de mes amortissements. C'est-à-dire que pour la première année, effectivement, je l'aurai amorti pour 25 000 euros. La deuxième année, je l'aurai amorti pour 25 000 de la première plus 25 000 de la deuxième, donc 50 000 euros. La troisième année, je l'aurai amorti pour 50 000 euros, donc les 2 premières années, plus la troisième année, 75 000 euros, et ainsi de suite. À la fin du tableau, j'obtiens 100 000 euros. Les calculs qui ont été faits. Quelle est la valeur nette comptable? Qu'est-ce que veut dire la valeur nette comptable? C'est finalement on appelle aussi le net, tout simplement. La valeur nette comptable, c'est combien aujourd'hui il vaut dans mes comptes après l'amortissement ou les amortissements qui ont été pratiqués. Allez, si on devait en donner une expression un peu plus vulgaire, c'est ça cote à l'Argus, finalement. Au bout de 3 ans, quand vous avez
un véhicule et que vous voulez le revendre au bout d'un certain nombre d'années, on va vous donner une cote à l'Argus, c'est-à-dire combien il vaut encore. Ben, ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est une vision un peu plus comptable, d'accord, mais on va savoir combien vaut encore le bien. Si je l'ai acheté 100 000 et que j'ai considéré de l'avoir utilisé pour une valeur de 25 000 euros, la valeur brute, c'est effectivement le montant la VNC, c'est le montant de la valeur brute de la base amortissable moins les amortissements cumulés. Donc ici, ça me fait 100 000 moins 25 000, c'est égal à 75 000. Je vais faire la même opération sur les 4 années suivantes. Et ici, pouvoir constater que le bien, la valeur du bien au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'utilisation, va diminuer pour arriver à une valeur résiduelle, une valeur nette ou une VNC, une valeur nette comptable de 0. C'est un point de contrôle. C'est un point de contrôle puisque, a priori, sauf indication contraire qu'on verra dans le troisième exercice, mais le bien, à la fin du tableau d'amortissement, il doit valoir 0. La VNC est toujours égale à 0 à la dernière. Donc c'est un moyen de contrôle pour vous. C'est ce que je vous ai marqué. Quand il n'y a pas de valeur résiduelle mise dans, la VNC est toujours égale à 0. Quand il n'y a pas de valeur résiduelle obligatoire dans l'intitulé, on verra pourquoi je dis ça à travers le troisième exercice, mais quand il n'y a pas de valeur résiduelle, la VNC de la dernière année est de 3 et de 0. On peut le contrôler aussi par la somme ici des annuités. La somme des annuités doit aussi être égale à la base amortissable, doit être égale à 100 000 euros. Ou encore, troisième contrôle, le dernier amortissement cumulé doit être aussi égal à 100 000 euros. Donc on a 3 moyens de contrôle pour savoir si mon tableau a bien été réalisé et si je n'ai pas commis d'erreur. Y a-t-il des remarques? Des choses que vous n'avez pas comprises? Non. Donc c'est bon, je peux continuer. Hein. Ok, je continue. Je vais passer par l'exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, que se passe-t-il? L'entreprise X a acquis un matériel industriel le 14 février et le prix d'achat, il doit manquer une ligne, je pense que j'ai pas recoloré. Le prix d'achat est de 100 000 euros. Voilà, il me manque un morceau. Et après, il écrit les frais d'installation et de montage s'élèvent à 10 000 euros hors taxe. Voilà, ce matériel a été mis en service le 17 février et sa durée d'utilisation est estimée à 5 ans. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que l'entreprise a acquis un matériel de 100 000 euros qui a des frais d'installation. Alors, que doit-on faire des frais d'installation? Ici, les frais d'installation, c'est à inclure dans le coût brut, dans la valeur brute de mon IMO. Donc, les points de vigilance, les frais annexes sont à inclure dans la base amortissable pour leur valeur, bien sûr, hors taxe. Deuxième point de vigilance, on a un bien qui a été acheté le 14, et qui a été mis en service le 17. On va devoir calculer une première annuité qui n'est pas totale. D'accord ? Vous allez voir dans la méthode de calcul qu'on appelle au prorata temporis qu'il va falloir prendre en compte non pas la date d'achat, mais bien la date de mise en service du bien. Donc ici, le bien va commencer à être amorti à partir du 17 février, et non pas à partir du 14 ou du 1er janvier. Voilà les points de vigilance. Ici, pas de problème pour la TVA, puisqu'on nous a donné des montants hors taxe. Alors, reprenons notre tableau d'amortissement. Je vous ai rajouté une colonne, mais ce n'est pas une colonne. Alors, vous pouvez la faire, hein, personne ne vous reprochera d'avoir fait cette colonne, mais cette première colonne va me permettre de connaître la durée pendant laquelle je vais avoir le bien et je vais utiliser le bien pour cette durée totale de 5 ans. Parce qu'on a un problème avec la première année et on a un problème avec la dernière année. La première année, comme le bien, je ne l'ai acquis que
le 14 est mis en service que le 17 février, je vais pouvoir compter un amortissement, non pas pour une année entière, qui m'aurait fait la base amortissable divisée par le nombre d'années, mais je vais devoir compter un amortissement au prorata du 17 février jusqu'au 31 décembre. Donc il va falloir compter le nombre de jours. Pour ça, pour compter le nombre de jours, vous y êtes presque, je ne sais pas qui a marqué cette petite réflexion, vous allez voir, je vais vous expliquer. Pour compter le nombre de jours, il y a une technique. D'accord ? La technique, c'est laquelle ? C'est d'abord qu'une année fait 360 jours. En comptabilité, pour la gestion des amortissements, une année fait 360 jours. D'accord ? Vous me dire, c'est bizarre, écoutez, on va juste le prendre comme ça, en mesure de simplification. Chaque mois fait 30 jours, peu importe le mois. Il suffit de compter le nombre de mois et chaque mois fait 30 jours. D'accord ? Par contre, le nombre de jours chaque mois entier. Ici, le mois de février n'est pas un mois entier puisqu'on commence le 17 février. Pour le mois qui n'est pas entier, donc qui correspond au mois au cours duquel la mise en service a eu lieu, on va compter là cette fois-ci réellement au nombre de jours restants. C'est pour ça que votre calcul, mademoiselle, il n'est pas bon, d'accord ? Parce que vous avez indiqué qu'on va prendre 13 jours au mois de février, donc vous êtes basé sur un mois de 30 jours. Or, comme il est indiqué dans votre cours, pour le mois en cours, le mois de la mise en service, on va compter réellement au nombre réel de jours. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que voilà, ce qui veut dire qu'on va avoir 11 jours. On va avoir 10 mois, d'accord ? 10 mois entiers. Oui, c'est pas très grave. Hein. Vous allez voir que c'est pas très grave. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave d'avoir fait cette erreur. Alors, il faut le savoir, évidemment. Mais vous allez voir que quand vous aurez des examens, on va toujours prendre le premier jour du mois. Donc ici, du 17 février jusqu'au 28 février, il y a 11 jours. Plus les mois de mars, avril, mai, juin, juillet jusqu'en décembre, qui correspondent à 10 mois. Donc 10 mois à 30 jours, ça me fait 300 jours, plus les 11 jours du mois de février, ça me fait 311 jours pour l'année, pour la première année. Donc pour la première année, moi je me suis mis mon petit décompte ici. Pour l'année N, la première année, il y a 300 jours. C'est le chiffre que j'ai retrouvé ici. Alors pourquoi c'est... Il faut connaître ce système, bien sûr, mais pourquoi je vous dirais que faire les calculs du mois en cours, 11 jours, 12 jours, est-ce que parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que le 17 février on compte ? Sinon, ça fait 12 jours si on compte le 17 février. Bon, quand il y aura des examens, si c'était un sujet qui devait tomber à l'examen, on va toujours commencer le premier jour du mois. Et donc, ne compter que des mois entiers. Pour cela, je me réfère par exemple à l'annale, ici 2008, où on avait un matériel qui a été mis en service le premier jour du mois. Il a été mis en service le 1-10-2008. Donc, ce qui fait qu'on n'a que des mois entiers. Et donc, on n'a pas de souci. Ici, dans le cas présent, par exemple, on aurait le mois le 10, le 11 et le 12. Donc, 3 mois, 3 fois 3, 90. Enfin, 3 fois 30, 90. Je reprends l'annale suivante, celle qui est tombée en 2014. Le bien, il a été mis en service le 1er juillet. Donc, ça nous fait 6 mois. D'accord ? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 6 mois. Donc, ne flippez pas trop en disant « Oh zut, il va falloir que je compte le nombre de jours, je risque d'hésiter. En février, il peut y avoir 29 jours, hein, ça va être embêtant. » Non, ne vous embêtez pas trop avec ça. Il faut connaître le système du prorata temporis, mais en général, lui, c'est ça. En jour 17 mars, ça fait 31 moins 17. Oui, mais on n'était pas en mars, hein, on était en février pour, je pense, la question que vous me posiez, mademoiselle. Donc, ce qui veut dire que, voilà, nous, dans les exercices, on va toujours, on fait des choses plus compliquées qu'en général ce qui vous est demandé aux examens.
C'est pour vous habituer à avoir des choses un peu plus compliquées. Mais sachez qu'à l'examen, si vous devez avoir ce sujet-là, on va toujours tomber le premier jour du mois, ce qui fait qu'on va compter que des mois entiers. Donc, je reviens sur mon exercice. Et on part donc sur la base de, ici, 311 jours. Comment la base amortissable, rien ne change par rapport à ce qu'on a vu précédemment, dans l'exercice précédent, puisque la base amortissable, ça sera toujours ici 110 000 euros. Comment va se calculer la première annuité? Comment on va se calculer la première annuité? La première annuité, elle va se calculer de la façon suivante. On va faire les 110 000 divisé par 5 pour avoir comme si c'était une année entière. Et ensuite, on va multiplier par 311 sur 360 pour proratariser justement l'annuité du 17 février jusqu'au 31 décembre. Donc la deuxième partie de la formule, ici, 311 divisé par 360, me permet de ne prendre que la partie du 17 février jusqu'au 31 décembre. Voilà, encore plus détaillé le calcul pour cette première annuité, pour l'annuité de l'année N. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir un résultat qui est de 19 005,56. Concernant l'amortissement cumulé, on n'a pas de difficulté, puisque l'amortissement cumulé, il n'y en a qu'un ici, c'est 19 005. Comme je vous disais tout à l'heure, à part cette difficulté, il n'y a pas d'autres difficultés. La valeur nette comptable va se calculer de la même façon que l'on a calculé notre élément tout à l'heure. La deuxième année, je vais le détenir l'année entière. Donc, je pourrais mettre ici, c'est ce que j'ai mis ici, j'ai mis un an, hop, voilà, je pourrais le détenir l'année entière, puisque ça s'arrêtera 5 ans après. Donc, ici, on repasse à un mode de calcul. On repasse à un mode de calcul simple, un mode de calcul linéaire, sans prorata temporis, puisque j'aurais pu faire multiplier par 360 divisé par 360. Hein. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose à mon calcul. Le calcul pour les années entières, c'est-à-dire ces années-là, il va être simple comme on a fait dans le premier exercice. Donc ça correspond au calcul des années entières. Avec bien sûr les calculs de montant cumulé et de VNC. Concernant la dernière année, ou la dernière partie ici, hein, d'accord ? Donc pourquoi 49 jours? Parce que finalement, pour finir une année entière, il me reste 49 jours. Parce que je vous rappelle qu'ici, il y a eu 4 ans, 4 années. Et que pour avoir les 5 années, ben, je vais faire 311 et 49, ça fait bien 360, ce qui va correspondre à une année entière. Et donc j'aurai bien mes 5 années. Là, ça fait un petit morceau d'année, un petit morceau d'année. Et donc j'aurai bien mes 5 années. Alors, vous pouvez simplement dire, pas recompter jusqu'à la date donc, du 16 février, mais simplement recompter le nombre de jours qu'il manque pour faire 360, pour trouver mes 49 ici. Alors, manière un peu plus simple aussi de trouver la dernière annuité ici, on peut faire mon calcul. Hein. D'accord? Mais obligatoirement, si vos premiers calculs sont bons et si vous êtes cohérent, ici, la dernière annuité,
elle est égale à la VNC de l'année précédente. Alors, c'est soit un moyen de contrôle ou soit un moyen d'être plus rapide. Donc, normalement, ici, si je fais mon calcul, si je fais ce calcul-là, je dois retrouver exactement 2994,44. J'ai fait le calcul et effectivement, je retrouve ce montant-là. Voilà. Monsieur, Et ensuite, sur les amortissements cumulés, ça sera 110 000 euros et ma VNC, elle doit être à zéro pour la dernière année. Allez-y, je vous écoute. On est d'accord que du coup, on fait à partir du 17. Oui. Et là, même si c'est le mois de février, on compte 30 jours. Non, 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 non. On compte 28 jours. On compte le nombre réel de jours au mois de février. Mais ok. Bah, parce que là, en fait, vous n'avez pas dit au début qu'on comptait 30 jours pour tout le temps? Pour les 360. mois, oui, alors on compte 30 jours tout le temps pour les mois entiers. D'accord? Ouais. Alors que pour les mois, pour le mois qui n'est pas entier, ici le mois de février n'est pas un mois entier, on va compter réellement le nombre de jours restant sur le mois de février. D'accord? Et pourquoi on compte pas? Parce que du coup, là, je suis d'accord que du coup, mois de février, il y a 28 jours, quoi que ça dépend des années. Mais pourquoi du coup les autres, on va forcément chercher à la fin à refaire 360 alors qu'on compte réellement le vrai nombre de jours? Parce que si on devait compter à la fin de l'amortissement, on arriverait au 17, 17 février, d'accord? Et que les mois avant, on les compte en réel et on arrive finalement à 49 jours. Mais il ne faut pas trop vous embêter avec cette problématique-là. Chaque année, les étudiants me disent ça fait pas ça, si on part de 28, ça fait pas. Mais ne vous embêtez pas avec ça. De toute façon, la règle est la règle. C'est pas moi qui ai inventé la règle, d'accord? Que sur les mois entiers, on compte 30 jours, que sur les mois de l'acquisition, on compte le nombre réel de jours, et que pour la dernière année, on va compter simplement le nombre de jours qui manquent pour aller jusqu'à 360, pour que les calculs soient bons. Vous appliquez la règle, c'est tout. Et deuxième réflexion sur ce problème-là, vous n'aurez pas ce problème-là. Je ne comprends pas comment on trouve 49 jours. 49 jours, c'est 360 moins 311. Donc, regardez, il y a déjà, 311 jours qui ont été comptés pour l'année N, et il nous manque 49 jours pour aller jusqu'à 360 jours, donc on compte 49 jours pour l'année, la dernière année. Mais je répète, ne vous embêtez pas trop avec ça, puisque quand on va vous proposer un exercice, on va prendre que des mois entiers. Donc vous n'aurez pas à compter le nombre de jours exacts, il faudra simplement compter le nombre de mois, comme dans l'exercice, comme dans les deux annales qui vous ont été présentées. On prendra soit le début d'année, et là on n'a pas de problème de prorata temporis pour le premier mois, ou soit le ou soit une date de mise en service au premier jour du mois, ce qui fait que vous n'aurez que des mois entiers. D'accord? Donc ne vous tracassez pas. Oui, bah si vous... hop, je vais juste reprendre votre cours. Oui, c'était peut-être pour faciliter. Après, je vous dis, comme ce n'est pas forcément une notion qui sera très importante, mais je vais vous le montrer dans votre cours. Hein. Je vais vous montrer où c'est indiqué dans le cours. Si on explique...
Tac. Je n'arrive pas à retrouver dans le- mais je sais que c'est indiqué dans le cours où sur le mois d'acquisition, il y a même indiqué à un moment donné, je n'arrive plus à le retrouver, où c'est exactement que concernant le mois de février, si on ne vous donne aucune indication, on prend un mois de 28 jours, et si on vous donne des indications, par contre, on prend un mois de 29 jours. Bon, je vous dis encore une fois, je n'arrive pas à retrouver où c'est. Bon, je ne vais pas y passer 2 heures non plus. Encore une fois, ça ne doit pas poser de souci a priori, puisque je vous dis en général, lors de l'examen, vous allez avoir un mois entier. Alors, ceci dit, donc est-ce que, mis à part cette difficulté qui n'est pas vraiment une difficulté, hein, vous pensez bien que à l'examen, par exemple le jour d'acquisition, il y a des gens qui disent bah, il faut le compter, il y a des gens qui disent bah, non, il ne faut pas le compter. D'accord? Donc vous pensez bien qu'à l'examen, on va plutôt partir sur des choses où tout le monde est d'accord, de façon à éviter les polémiques de virgule, etc. Alors, je comprends hein, votre inquiétude, vous voulez être très précis, tant mieux, c'est bien. Non pas qu'il faut mettre des chiffres à la louche, hein, mais en général, je vous dis, à l'examen, on essaie d'avoir des chiffres justes, de façon à ce que ça soit plus facile pour tout le monde. Enfin, pas plus facile, mais au moins qu'il n'y ait pas de soucis, de polémique. Alors, juste, je vais vérifier, je ne sais pas du tout. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris? Si tout le monde a bien compris, on va passer à la correction de l'anal. Tout le monde a bien compris, hein. Je peux considérer que ça a été vu l'année dernière, révisé cette année, et c'est bon, hein. On est bien d'accord. Alors, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser faire. On va prendre celui-ci. Le précédent, il y a une petite, pas une difficulté, mais il y a une petite chose qu'il faut que je vous explique. Donc, je préfère qu'on prenne celui-ci. Donc, je vous explique le contexte. Ici, je pense que lors de l'examen, on mettait tout ça dans un centre de thalasso, il me semble bien.
dans lequel il y avait un restaurant, une salle de restauration, et le directeur que vous secondez décide de changer le, mobilier. Il y a une première partie de l'exercice qui était fait sur un problème d'amortissement d'emprunt, à ne pas confondre avec l'amortissement des immobilisations. Et une deuxième partie qui était le tableau d'amortissement ici de l'investissement. Donc l'investissement, le mobilier, c'est 80 000 euros. C'est 80 000 euros qu'il faut prendre tel quel. D'accord. Il n'y avait pas de problème de TTC et de hors taxe, puisqu'on n'indique strictement rien. Donc il faut prendre les 80 000 euros tel quel. Et on vous demande de réaliser le tableau d'amortissement linéaire sur 5 ans avec une mise en service le 1er juillet. Donc vous voyez que là, il n'y a pas de difficulté concernant le nombre de jours, puisqu'on n'a que des mois entiers. Alors, on va se donner 10 minutes. D'accord. Je vais vous laisser faire le tableau d'amortissement. Ça vous permet de vous confronter à réellement ce qui peut être demandé lors de l'examen et de savoir, voilà, est-ce que vous avez besoin de reprendre toutes vos notes, est-ce que vous allez le faire direct, est-ce que vous avez pris du temps, est-ce que, voilà, ça vous permet encore une fois de vous situer par rapport à ça. Je vous laisse bosser pendant 10 minutes, d'accord, et ensuite j'en fais la correction. Bien sûr, je reste là. S'il y a des questions, des problématiques, vous n'hésitez pas. Hein.
Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Oui, presque. Je vous laisse encore. On termine à 11h40, hein, normalement. Je suis un peu perdu dans les horaires. Oui. Vous avez cours après? Non. Bon, donc si on prend 2 minutes de plus, ce ne sera pas très grave. Moi non plus, j'ai plus cours après. J'ai pas cours après. Ça vous permet de terminer pour celles qui n'ont pas encore terminé. Monsieur, en attendant, j'ai une petite question. Allez-y, je vous en prie. Comme avant, il parlait de l'emprunt, de l'amortissement de l'emprunt. Du coup, je ne sais pas si vous avez répondu tout à l'heure, mais dans cet exercice-là, en 2014, il fallait aussi faire un tableau d'emprunt. Voilà, exactement, oui. Ouais, ouais. Il y avait deux parties. Il fallait, alors je ne sais plus, je l'ai entier. On pourra le faire aussi puisque on a vu normalement ces problématiques d'emprunt. Il y avait une première partie, oui, où il fallait faire le tableau d'amortissement de l'emprunt et une deuxième partie avec le tableau d'amortissement de l'immobilisation. Et surtout ici, vous remarquez que ce sont les mêmes termes. D'accord? Quand on parle d'un emprunt, on parle d'une annuité aussi. D'accord? Et quand on parle aussi d'un capital, on parle d'une valeur restante. Et donc, ce que les correcteurs voulaient, c'est de savoir si l'élève savait, si l'étudiant savait bien faire la différence entre un tableau d'amortissement d'emprunt et un tableau d'amortissement d'immobilisation. Et il y avait les questions, quelle est la différence entre les deux? C'est deux choses complètement différentes. L'emprunt, le tableau d'amortissement d'emprunt permet de connaître le montant des annuités ou des mensualités et permet de connaître le capital qui est encore dû auprès de la banque et éventuellement aussi les intérêts qui sont appliqués sur chaque annuité. Alors qu'un tableau d'amortissement d'immobilisation, ça constate la dépréciation du bien au fur et à mesure des années d'utilisation. Donc c'était ça qui était demandé dans cet exercice-là, si on met en rapport les deux parties en fait. Et le tableau, il était fourni du coup aussi? Je suis en train de Général. regarder. Ah, d'accord. En train de regarder. Hop. Donc c'est quelle année? 2014. C'était ça, l'investissement. Donc le centre rénové, divers travaux, le projet 120 000, donc 45 000 d'immobilier. L'entreprise décide de faire un emprunt. Donc finalement, le directeur. Donc le premier, c'était retrouver le taux d'intérêt de l'emprunt. C'était la première question. Définir la notion d'amortissement d'emprunt, d'annuité du tableau d'amortissement. Compléter le tableau. Alors, en annexe. Ouais, oui, oui, le tableau. Par contre, aucune formule n'a été donnée. On va vérifier. Oui, le tableau était donné. Le tableau était donné. Le
tableau de l'emprunt était donné, où on avait capital début de période, intérêt, amortissement et annuité. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. On disait simplement que l'annuité, elle était de 17 000, que les intérêts étaient de 3 000 et il fallait retrouver aussi le taux d'intérêt. D'accord. Alors, je vais passer donc à la correction. Hop, hop, hop. Je vais sur ma feuille. Donc, ici, on partait sur les différentes années de 2015 jusqu'à 2020, puisqu'on a un amortissement sur 5 ans. D'accord. Que au niveau des jours, comme je vous l'ai redit et re-redit, on n'avait pas trop de soucis puisqu'on n'avait que des mois entiers. On avait, donc, pour l'application du prorata temporis pour la première année, la moitié d'une année, donc 180 jours. D'accord. On avait 6 mois de 30 jours. Ici, 180 jours sans trop de difficultés. Concernant la base amortissable, c'était 80 000 euros. Les annuités, les voici, et je vous mets le calcul à côté. Monsieur, moi, j'ai pas trouvé ça. Alors, dites-moi ce que vous avez trouvé. En fait, c'est pour les jours, j'ai toujours un problème. Par exemple, vous avez trouvé 180 pour le premier, moi j'ai trouvé 210. Comment vous avez fait pour trouver 210, dites-moi. De janvier, du 1er janvier au 1er juillet. Alors, pourquoi d'abord du 1er janvier au 1er juillet? Dites-moi pourquoi vous avez calculé ça. Parce que dans l'énoncé, c'était écrit 1er juillet. Oui, mais 1er juillet, c'est la date de quoi? De mise en service. Donc, du 1er janvier au 1er juillet, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on l'a le bien? Je sais pas. Non, on ne l'a pas, puisqu'on l'a mis en service à partir du 1er juillet. Oui. D'accord. Donc, ce qu'il faut compter, c'est du 1er juillet jusqu'au 31 décembre pour la première année. Ah, d'accord, ok. Et donc, du 1er janvier, du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, ça vous fait 6 mois. Ouais. À 30 jours, 180 jours. Et même, je dirais. En fait, moi, je sais pas pourquoi j'ai calculé quand on l'avait pas. Je sais pas pourquoi. Mais même, à mon avis, vous avez dû vous tromper dans les mois, sauf si vous avez compté le mois de juillet. Mais si vous avez compté du 1er janvier au 1er juillet, ça fait aussi 6 mois. Mais j'ai compté dans l'autre sens. Moi, j'ai compté du 1er janvier 2015 au 1er juillet. Ça fait quand même 6 mois. Ouais, j'ai trouvé 210. Parce que Ouais, mais ça m'a fait 7 200. mois. Je sais pas Non, pourquoi. ça fait, du 1er janvier au 1er juillet, ça fait 6 mois, pas 7 mois. Ouais. D'accord. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, on commence à compter à partir de la mise en service. Et ici, donc, 1er juillet jusqu'au 31 décembre, il y avait 6 mois. Soit 6 fois 3, 18, c'est 12, d'accord. Donc 180 jours. D'accord. Donc, ici, vous avez les modalités de calcul, d'accord, pour l'annuité. Et ensuite, le cumul, on venait simplement à chaque fois cumuler les deux, les annuités que l'on avait calculées. Je vous ai mis ici les calculs qui ont été faits. Donc 8 000, après 8 000 plus 16 000, après 24 000 plus 16 000, etc. Là, il n'y avait pas trop de difficultés. Et au niveau de la valeur nette comptable, on venait diminuer la base amortissable des amortissements cumulés et on retrouvait la valeur nette comptable, la valeur résiduelle, pour arriver à une dernière valeur nette comptable à 0, ce qui est plutôt bon signe, ce qui veut dire que notre tableau, il est réussi. D'accord. Ça marche pour tout le monde? Donc, pas de difficulté a priori sur ça. Ça nous fait notre petite révision. Là, je mettrai aussi la fiche révision, d'accord, dans le chapitre. Et on abordera pour la fois prochaine, j'ai vu un mot là, bilan.
Qu'est-ce que vous me dites sur le bilan? Hop, hop. Faut se remettre dans le bain. Oui, oui. Et on terminera lundi ce chapitre-là, d'accord? On fera une petite séance. Il y a 2 petites notions à voir, et puis toujours en linéaire. Et puis ça nous permettra de faire l'année 2008. Et je regarderai éventuellement si je trouve d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc on se refait une séance là-dessus, et puis après, je considère que ce chapitre aura été vu et revu. Ça marche? Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end à lundi ou mardi, je ne sais plus, mais à la prochaine. Ciao. Merci, à lundi.